tout à l'heure en présentiel. Alors, Madame Félicienne Ouessou, journaliste économique à l'Économiste du Bénin. Est-ce qu'on peut la voir, Madame Ouessou? Voilà. Madame Nadège Yé Ouedraogo, chef de service économie de Sidoya du Burkina. Nous avons également, il se prend pour un intrus, mais je pense que sa place est là aussi. Franck Berthaud, qui est président de Antelope Development Network, éditeur de Entrepreneurs in Africa. Bonjour Franck. Et puis nous avons bien sûr notre dame qui nous tient très à cœur. Elle nous en parlera tout à l'heure de cette initiative d'Affirmative Finance Action for Women in Africa, la FAWA, Madame Mariem Esther Dassano. Une initiative donc conjointe, si mes souvenirs sont bons, de la BAD et de l'AGF, l'African Guarantee Fund, si c'est bien cela. Alors, ce panel est consacré donc à comment renforcer la place des femmes dans la presse économique. Vous êtes en présentiel, mais également nous avons en ligne. Donc, pour en parler, un autre intrus, Adama Wad, je ne sais pas s'il est en ligne. Adama, tu es là? Non, pas encore. Nous avons en ligne également, elle doit être en ligne aussi, Ristel Chounan, qui est rédactrice en chef adjointe de la Tribune Afrique. Ristel, est-ce qu'on peut vérifier les connexions? Est-ce qu'elle est connectée? Nous devons avoir en ligne également Madame Nadia Salah, qui est ancienne éditorialiste et directrice de rédaction du groupe Eco-Média au Maroc. Oui, je suis là. Je suis là. Nadia est là? Très bien, très bien. Alors, on va, si tout le monde est là, on va donc commencer notamment ce panel. FAPEF 2022. Sous le parrainage de M. Adama Koulibaly. Alors, on sait aujourd'hui de la presse économique et on sait à quel point le rôle de la femme est important dans le développement économique en Afrique, mais ce qu'on constate, c'est que dans un secteur comme celui des médias, notamment de la presse économique, eh bien, leur représentativité n'est pas au niveau de ce qu'on aurait pu penser, à ce à quoi on devrait s'attendre. Qu'est-ce qui explique cette situation? Comment procéder pour qu'il en aille différemment? Alors, je vais poser la question d'entrée à Nadège. Nadège, qui est chef du service donc économie au quotidien Sidoya au Burkina. Comment ça se passe dans votre rédaction? Vous êtes vous êtes chef de service économie, mais dans votre service, y a-t-il d'autres dames, d'autres jeunes dames journalistes économiques? Et de façon générale au Burkina aussi, est-ce qu'il y a une bonne représentativité des femmes dans la presse économique et financière? Alors, bonjour à tous. Je suis Nadège Yé, je suis journaliste à Sidoya, comme vous l'aviez dit. Mais récemment, j'ai été mutée au desk environnement et développement. Donc, j'ai quitté le desk économie et finance très récemment. Alors, concernant la place des femmes au desk économie et finance, je peux souligner qu'à Sidoya, dans la rédaction, on a plusieurs rédactions, on a plusieurs titres. On a le quotidien, et là, nous sommes 3 femmes. Et si on élargit aux autres rédactions, à savoir le Carrefour et la rédaction Internet, le nombre de femmes passe à 7. Lorsque j'étais au desk économie, j'étais la seule femme et promue chef de desk. Maintenant que j'ai quitté le desk, il n'y a toujours qu'une seule femme au desk économie qu'on vient d'affecter à ce desk-là, qui est Mariam Ouedraogo. Donc le constat en général, c'est que déjà il n'y a pas beaucoup de femmes dans les rédactions, ça c'est un constat. Mais lorsqu'elles y sont, on préfère les affecter au desk société, qui est considéré comme plus facile. Il y a très peu de femmes dans les desks économie et environnement. Voilà. C'est ce que je peux dire concernant la situation des femmes. Mais on a un journal spécialisé, l'économie du Faso,
Et là, je crois savoir qu'il y a une consoeur, c'est Sandrine, qui est aussi au quotidien l'économiste du Faso. Voilà globalement pour la situation des femmes dans les desks économie au Burkina Faso. Ok, très bien. Est-ce que c'est la même situation au Bénin? On va le savoir tout à l'heure. Juste avant cela, je vais juste saluer Eric Agnero, analyste politique et économique USA Africa, qui est avec nous en ligne, en direct des États-Unis. Alors, Eric, tu es là? Bonjour. Oui, bonjour, je suis là. Bon, c'est avec plaisir que je prends part à cette rencontre. Je suis ça depuis ce matin. Oui. Vraiment très édifié et je suis très content. Ah, d'accord. Vous faites un peu désordre, on va dire ça comme ça, avec Franck Berthaud, ici présent, physiquement sur le plateau. Alors, mais les dames vous acceptent volontiers hein, pour cette Women's Session consacrée donc au rôle de la place, au rôle de la femme plutôt dans la presse économique. Alors, Nadège nous a fait... C'est la preuve que les hommes doivent aussi participer à l'essor des femmes. Donc, oui, il n'y aura pas d'essor d'hommes sans les femmes, il n'y aura pas d'essor de femmes sans les hommes. Allez. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Donc voilà, les débats sont bien lancés. Alors là, Nadège Yé du Burkina Faso, du Sidoya, venait donc de nous parler de la représentativité assez faible, hein, on va dire ça, pour dire le moins, assez faible des femmes dans la presse économique. Alors je posais la question à Félicienne Ouessou, qui est journaliste économique à l'Économiste du Bénin, si c'est le cas également à Cotonou. Je dois dire Porto Novo, non? Puisque c'est la capitale, on dit tout le temps Cotonou, mais c'est Porto Novo, en fait, la capitale politique du Bénin. Alors, Félicienne, comment ça se présente chez vous? Ok, merci beaucoup pour l'occasion. Déjà, le thème de la discussion montre à tout le monde qu'il y a un déficit que nous devons combler dans la sous-région parce que la participation des femmes dans les médias, surtout économiques, est très faible, alors que c'est une participation d'abord indispensable. Déjà, quand je prends mon secteur, la presse écrite, il y a peu de femmes. Les femmes préfèrent beaucoup plus la télé, les radios. Et quand on va plus loin dans la spécialisation, nous sommes rares. Je vais dire par exemple au Bénin, je suis pratiquement la seule femme spécialisée en économie. Ce n'est pas qu'on ne rencontre pas des femmes avec ambition de faire une carrière dans le journalisme, mais elles n'arrivent pas à tenir. Il y a ce fait-là qui fait qu'elles désistent facilement. On a accueilli beaucoup de journalistes femmes, mais avec le temps, elles préfèrent aller vers d'autres secteurs. À côté, nous avons les stéréotypes. Lorsque dans les rédactions, les femmes sont carrément envoyées, Madame Nadège l'a souligné tout à l'heure, dans les secteurs société, santé, et déjà quand on entend dans la société, quand on entend femme journaliste, on pense directement questions people, santé, éducation et autres. Je vais également parler du rapport de la Banque mondiale qui est sorti dernièrement sur femmes, business et droit. Ce rapport-là a révélé qu'à travail égal, les femmes sont moins payées que les hommes. C'est une situation qui est notamment constatée dans la presse, dans les médias de la sous-région, à plus forte raison quand on parle des médias spécialisés. Nous sommes globalement à une étape primitive, même s'il y a des efforts qui ont été déjà faits. Je vais dans ce sens la féliciter et encourager les femmes qui, malgré les difficultés, se donnent à fond parce que ce n'est pas facile quand vous vous retrouvez dans un milieu où vous êtes pratiquement seul
dans votre entreprise, chez moi, à l'économie, je suis la seule femme journaliste dans la rédaction. Ce n'est pas facile. Et je vais également féliciter ces hommes-là qui laissent de plus en plus de côté leur machisme pour accepter travailler avec les femmes. Il faut d'abord encourager avant d'attendre plus d'eux. Et je m'en vais dire que dans ce sens-là, il va nous falloir développer des actions, des programmes pour encourager les femmes à d'abord aller vers la presse et maintenant vers la presse spécialisée. Ce n'est pas facile pour la gente féminine. Et je donne l'exemple de ce forum. C'est un forum dédié à la presse économique et financière. Il y a eu une conférence inaugurale avec intervention des journalistes économiques. Il y aura d'autres forums, d'autres panels qui vont suivre. Mais on a préféré regrouper nos femmes spécialisées dans ce panel-là pour venir parler de nos femmes. C'est à croire que quand on parle des enjeux économiques en Afrique, la femme journaliste spécialisée en économie n'a pas grand-chose à dire. C'est à croire que lorsqu'on parle d'inclusion financière, nous n'avons pas grand-chose à dire. C'est des choses qu'il va falloir que nous corrigeons à travers nos actions, à travers les programmes, les séminaires de formation. Il va falloir qu'on corrige cette situation-là. Je m'en arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Félicienne. On a bien compris. Je pense que le promoteur du FAPEF est bien assis et il a compris votre préoccupation. Je pense que c'était surtout un aménagement pour donner davantage de poids. C'est ce que, voilà, de poids à cette session pour montrer justement que les femmes sont sous-représentées dans la presse économique et financière. Il leur donner la parole pour qu'elles puissent véritablement dire ce qui bloque. C'est peut-être juste pour ça, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que lors de la séance inaugurale, bon, c'est vrai qu'il y avait des femmes qui sont intervenues. Mais on a bien compris vos préoccupations, on va les intégrer certainement voilà, pour la prochaine édition du FAPEF. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure à juste titre des stéréotypes qui empêcheraient justement que la femme puisse être davantage représentée dans le secteur de la presse économique et financière. Ce sont des stéréotypes qui perdurent. Vous avez même utilisé le mot de machisme, que c'est qui empêche donc l'éclosion des femmes. Bon, je ne sais pas si à Entrepreneur in Africa, c'est le cas. Donc, Franck va nous dire tout à l'heure s'il y a des blocages à son niveau, s'il y a des femmes, s'il fait véritablement la promotion de la femme journaliste économique et financière dans son média, et de manière générale, et de manière plus générale, comment est-ce qu'on peut procéder pour renforcer la place de la femme dans la presse économique et financière. Merci pour la balle que tu me tends. Je rebondis sur ce que vient de dire Madame, parce que ça aurait pu presque passer inaperçu. Et à force de catégoriser les genres et de faire des silos comme ça, jeunes, femmes, etc., je pense qu'à la fin, c'est contre-productif. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on veut équilibrer les choses, et puis c'est l'effet contraire qui se passe, et on isole en fait les choses. Et je pense que les femmes ont évidemment leur place dans la presse économique et dans la presse en général, mais à force de faire du gender for gender, je pense qu'on perd l'objectif qui est visé, c'est-à-dire d'ouvrir et plutôt que de catégoriser, et c'est très dangereux. Et il faut mieux répartir, avoir des approches beaucoup plus horizontales et beaucoup moins verticales. Et je pense que c'est aussi une des clés. En ce qui nous concerne, on ne l'a pas fait exprès, mais très récemment, dans un édito donc, sur Entrepreneur in Africa, on s'est aperçu qu'il y avait dans la rédaction, alors c'est une rédaction, je vous en parlerai peut-être un peu, qui est un peu spéciale, puisqu'elle est à peu près virtuelle à 90% des cas. Cette rédaction, elle est présente dans 3 continents, 7 pays,
Elle est composée uniquement d'entrepreneurs avec un E ou sans E. Et elle n'a pour vocation que de parler de l'entrepreneuriat sur le continent. Quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit de la technologie, que ce soit de la fintech, que ce soit de l'entrepreneuriat créatif, que ce soit de l'entrepreneuriat social, que ce soit des industries culturelles et créatives. On met toujours en avant ces retours d'expérience de ces makers qui ont un jour décidé de créer, de reprendre ou de poursuivre autrement leurs compétences et leur lien avec un tissu économique et social. Et ce qui nous intéresse, c'est de décrypter aussi tout ce qui tourne autour de ça. Plutôt que de passer de la macroéconomie à la microéconomie, on fait exactement le contraire. On part du terrain, on parle des expériences et on remonte pour connecter tout ça, décrypter tout ça, parler des échecs beaucoup, parce que c'est l'autre mot de l'expérience, et puis faire avancer tout ça. Alors on s'est aperçu qu'en fait, sur les 14 personnes qui composaient la rédaction, il y avait 9 femmes, et puis il y avait donc par défaut 5 hommes. On ne le savait pas, parce qu'on ne raisonne pas femme-homme, on raisonne expérience. Et puis comme on est dans cette attitude assez globale, ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'affinité, la motivation, la compétence. Puis après, si t'es jeune, si t'es vieux, t'es vieux, si t'es jaune, t'es jaune, si t'es noir, t'es noir. C'est pas forcément notre grille de lecture. Donc je pense qu'il y a aussi une révolution ou une évolution à faire par rapport à ça. Je dis pas que c'est toujours évident. Et pour revenir à un exemple que je connais assez bien Pardon, juste le micro, si vous pouvez le rapprocher davantage. Voilà. Alors pour revenir donc à l'exemple que je connais un peu sur la Côte d'Ivoire, c'est vrai que dans les rédactions ivoiriennes, si on parle de presse écrite ou de presse audiovisuelle, il y a peu de femmes. Je me pose la question, alors, est-ce que ça vient de la formation? Est-ce que ça vient aussi d'une espèce d'organisation sociétale, culturelle qui fait que les hommes ont leur rôle, les femmes ont leur femme? Est-ce que c'est traditionnel? Je pense que ça, c'est un petit peu dépassé, même si ça explique beaucoup de choses dans les choix de formation et d'emploi, mais cet aspect culturel, sociétal et traditionnel, il est somme toute très présent. Le fait de vouloir faire une révolution de ce constat va prendre du temps, mais je pense qu'il faut démocratiser un petit peu tout ça. L'économie est de manière très générale sous-représentée. La politique est omniprésente. Alors, on peut parler de politique politicienne, de gestion des politiques publiques et de vraie politique. Mais si on oppose l'Asie, les États-Unis, l'Europe avec le continent africain, et c'est pas valable dans toutes les Afriques, je pense que sur l'Afrique de l'Ouest, l'économie a encore, enfin, le politique a encore le pouvoir sur l'économie, alors que dans les autres continents, c'est exactement le contraire. Ça explique beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en termes de sensibilisation business, certains pays vont fabriquer plus des fonctionnaires, et c'est pas un mauvais job, mais par rapport à la colonisation, par rapport à la post-colonisation, par rapport au modèle social. Quand on est au Ghana, on a une économie anglophone, et je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes journalistes économiques dans le business et dans le commerce au Ghana, parce que culturellement et d'un point de vue sociologique, le rôle de l'État n'est pas le même que dans un pays comme le Bénin ou dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Évidemment, le profil de celui qui a les manettes et du gouvernement et de cette équipe va évidemment influencer sur qu'est-ce que je veux faire dans mon programme et vis-à-vis de mon pays. Mais globalement, les francophones et les anglophones n'ont pas le même rapport au business. Dans un pays anglophone, on fixe le cadre et le business est libre, indépendant. Et dans un pays francophone, on a bien envie de tout contrôler, d'être proche du bon Dieu. Et si on n'est pas proche du bon Dieu, c'est pas bien. Donc il y a ce jeu en permanence de la cour et du roi. Ça favorise pas forcément une espèce d'indépendance. Et quand on fait du business, on est avant tout indépendant. Et donc ce qui est valable pour le business, c'est valable pour l'économie. L'économie, c'est pas la BCAO. L'économie, c'est pas une loi. L'économie, c'est un marché avec des règles économiques, avec des investisseurs, avec des clients, et tout ça est un monde extrêmement vivant. Et je pense que si on passait plus de temps à vulgariser tout ça, on se poserait peut-être moins la question de qui doit porter la mission économique, et qu'est-ce que ça veut dire l'économie aujourd'hui quand elle est dématérialisée, quoi. Je vais m'arrêter là parce que je suis un peu bavard. Non, bon, vous avez dit des choses très intéressantes, donc
J'ai vu on a pris beaucoup de notes parce que c'était très intéressant et ça va l'être davantage lorsque les discussions vont s'engager sur ce chapitre. Tout de suite, n'oublions pas que notre session est hybride, à la fois présentielle et virtuelle. Alors je vais essayer de joindre Nadia Salah. Oui. Nadia, vous êtes là? Alors, bonjour. Je suis là. Ah, très bien. Je suis là. Alors, vous êtes docteur d'université en économie monétaire et surtout, pour ce qui nous concerne sur ce plateau, vous êtes directrice dans des rédactions du groupe Ecomédia. Je pense que c'est le groupe qui publie notamment L'Économiste. L'Économiste, un quotidien en arabe, une radio et qui a une filiale au Burkina Faso que Nadège a eu la gentillesse de citer tout à l'heure. Ah, très bien. Donc on a plusieurs expériences. Il y a des projets aussi qui sont en cours. Pour ce qui me concerne personnellement, je suis à la retraite, ce qui me permet de réfléchir un peu sur mon travail passé. Et j'ai bu les paroles de Franck parce que il retrace très bien ce que l'on vit au Maroc aussi, même si on est de culture arabe et musulmane et berbère. Première chose, je veux remercier la FAPEF de son invitation qui m'a amené à réfléchir sur mon expérience. Donc, toutes ces personnes et personnalités qui font référence sur le continent, qui participent à votre colloque, à votre séminaire. Le groupe Ecomédia a 30 ans, un petit peu plus de 30 ans, et on a le problème inverse. On a rencontré pendant ces 30 années, et encore aujourd'hui, le problème inverse. Nous avons trop de femmes, et trop de femmes qui grimpent dans les hiérarchies. Donc l'entreprise a tendance à se féminiser naturellement. Quand la personne qui vous a le plus convenu, un plafond de verre pour les messieurs, de manière à les protéger, parce qu'on ne peut pas laisser se féminiser une entreprise comme ça, parce qu'il y a des reportages à faire où on ne peut pas mettre une femme, évidemment. Donc on essaye d'équilibrer, de maintenir 60% de femmes, 40% d'hommes, ce qui n'empêche pas les femmes de continuer à monter dans les hiérarchies. Et si je me souviens bien, on avait l'année dernière encore 4 chefs de rubrique femmes dans l'Économiste pour 6 rubriques. Donc vous voyez, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est une rédactrice en chef qui m'a succédé. Pourquoi les services se féminisent si rapidement? Je pense que les femmes au Maroc en veulent. Souvent, elles se trouvent dans des situations familiales difficiles. Certes, aujourd'hui, le divorce a été rendu beaucoup plus difficile qu'il ne l'était il y a 20 ans, mais beaucoup de femmes se retrouvent seules à devoir élever leurs enfants et les messieurs vont vadrouiller à droite et à gauche. Ça rend les femmes extrêmement stables. Oui, ça rend les femmes extrêmement stables dans leur travail et dans leur application au travail et dans leur ambition. Je pense que c'est ça. En revanche, alors, si je regarde l'ensemble de la presse au Maroc, il y a une enquête qui a été faite en 2021 par l'Union de la presse francophone, dont la présidente marocaine est une Marocaine et qui est une association, elle aussi, dominée par les femmes, pour ce qui concerne le Maroc. Donc, elles ont fait une enquête il y a 2 ans. Elles ont trouvé que 20% des femmes, 20% des journalistes sont des femmes. C'est-à-dire que la situation globale de la presse, des médias au Maroc, ne reflète pas la situation que vit l'Économiste. L'Économiste et ses autres supports. Il y a quelques publications, une petite dizaine, qui appartiennent à des femmes et qui sont peuplées de journalistes hommes, plus que de femmes. Je ne sais pas pourquoi. Dans les années 80, il n'y avait que 53 femmes qui étaient journalistes, et aujourd'hui, il y en a 831 sur environ 2000 journalistes. En revanche, on n'en trouve pas du tout dans les rubriques sport.
Il n'y en a pas. Même pour traiter des sports féminins. On en trouve très peu dans la politique. Les femmes ont l'air de s'orienter plutôt vers des canaux juridiques. On a un fait d'année. Les femmes se retirent du marché du travail. Et aujourd'hui, on n'a plus que 18% des femmes. Les autres sont sorties du marché du travail, alors qu'il y a une douzaine d'années, le taux de féminisation, le taux des femmes au travail était de l'ordre de 22 ou 23%. Donc on a une dégringolade qui est très rapide. En face, on a une augmentation du nombre de bébés par femme. Bon, c'est pas terrible comme augmentation, mais c'est quand même 2,5, alors qu'on était à 2,2, 2,1, donc juste la reproduction. Est-ce que les femmes font des études? Oui, elles en font. Et il est plus facile pour les femmes de se placer lorsqu'elles ont fait des études ou lorsqu'elles n'en ont pas fait du tout. Les femmes de ménage trouvent assez facilement du travail. Les femmes au cadre trouvent aussi assez facilement du travail. Le milieu, et on dirait qu'il est, si elles étaient victimes de harcèlement sexuel, oui, un peu, mais personne ne s'en plaint vraiment. Les femmes préfèrent régler ça elles-mêmes, souvent de façon discrète. En revanche, on a des cas de femmes qui sont victimes de maltraitance dans leur famille ou dans leur belle famille. Et ça peut aller jusqu'à des phénomènes de femmes battues. Et sur 30 ans, l'économiste a prêté 3 fois ses avocats pour défendre des femmes qui avaient été battues, des femmes qui travaillaient chez nous et qui avaient été battues par leur mari ou leur belle-mère. Maintenant, on regarde de l'autre côté, dans l'autre sens, c'est-à-dire la présence des femmes dans nos travaux. On a un mal de chien à parler des femmes qui sont en responsabilité. Je dis non, je ne veux pas apparaître, je ne veux pas qu'on parle de moi, etc. Et ça me rappelle une forme de politesse et de savoir-être qui impose aux femmes d'être discrètes au Maroc. Je suppose que c'est un peu comme ça dans tous les pays musulmans, mais au Maroc, c'est fort. La femme, même si elle est ministre, elle dit « Oh oui, mais c'est peut-être pas la peine de mettre ma photo dans l'interview. » Comment voulez-vous faire une interview sans photo ou sans image? C'est pas possible. Mais non, elle préfère qu'on ne parle pas trop d'elle. Les violences dues au genre à l'intérieur du travail, en dehors du harcèlement sexuel, sont peu nombreuses. On a depuis l'année dernière une loi qui a été passée par un gouvernement dominé par le PJT, c'est-à-dire les frères musulmans, qui ont été au pouvoir pendant deux mandats. Donc c'est eux qui ont fait passer cette loi. Les autres partis plus modernistes disaient « Oh, ça sert à rien, c'est pas la peine ». Et en revanche, l'enquête a montré ce que savaient déjà les sociétés et les services publics destinés à la couverture sociale. Beaucoup d'entreprises, de médias ne payent pas leurs charges sociales. Donc c'est assez pénible pour les employés, mais ça touche les hommes autant que les femmes. Il faut dire aussi que les 57% de femmes qui ont des diplômes supérieurs qui travaillent, 7% sont des célibataires. Et c'est un phénomène qui croît très vite et donc qui rend d'autant plus curieux l'autre phénomène qui est la baisse des femmes dans le travail et la hausse des enfants, des bébés. Pourquoi il y a ce comportement de la société marocaine? Je suis bien incapable de vous le dire. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci Nadia pour cet éclairage qui nous en dit davantage sur la situation au Maroc et sur cette situation quasi unique de l'économiste où l'entreprise se féminise et même celle qui vous a remplacé, c'est une dame aussi. Donc,
En tout cas, oui, mais c'est une bonne, c'est une bonne évolution. Je vais vous raconter une chose. Oui. Au conseil d'administration du groupe, il y a 14 personnes, il n'y a que 2 femmes. Bon, passons. Dont moi, qui suis l'actionnaire, qui était autrefois l'actionnaire principal. Mais vous savez, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent la parole, et puis il leur traverse une idée dans la tête, ils se mettent à parler avant qu'on ait même fini une phrase. Il a fallu les menacer de sortir du conseil pour qu'on puisse garder la parole. Voilà, donc c'est des comportements, c'est le comportement qui pèse. Oui, mais vous êtes parvenu quand même plus d'une fois, j'imagine, à faire pencher la balance du bon côté, c'est-à-dire du côté féminin. Et c'est tout à votre honneur. On le cherche. En tout cas, c'est une évolution qu'on aimerait voir rencontrer dans plusieurs pays d'Afrique où la situation malheureusement est tout à fait inverse. Vous avez suivi tout à l'heure avec nous nos 2 consoeurs du Burkina et du Bénin où elles sont pratiquement seules dans leur rédaction et où dans d'autres rédactions la situation n'est pas meilleure. Donc c'est une situation assez critique. Je ne parle même pas des femmes propriétaires de médias parce que c'est une catégorie qui manque encore. Médias économiques et financiers, c'est une catégorie qui manque sous nos tropiques. Eh bien, je pense qu'il y a aussi une question forte qui sous-tend cette situation, c'est que les femmes sont peut-être ont plus de difficultés sans doute à pouvoir accéder au financement qui leur permettrait, par exemple, de lancer ou de développer un véritable groupe de presse. Et sur ce sujet, je vais donner la parole. Oui, Nadia, je vous reviens tout de suite. Je voudrais répondre à votre question. Oui, allez-y. Oui, ok. Moi non, Nadia, je voulais donner la parole à Madame Dassanou qui est avec nous sur le plateau pour qu'elle nous éclaire davantage sur la question de l'accès au financement. Parce qu'il me semble que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte et qui expliquerait peut-être aussi la raison pour laquelle on trouve très peu de femmes, sinon aucune femme actuellement propriétaire d'un titre économique et financier. Nous avons une initiative lancée conjointement par la Banque africaine de développement et l'African Guarantee Fund qui s'appelle AFAWA, qui est une initiative donc pour favoriser l'accès des femmes au financement. On aimerait en savoir davantage et sur ce qu'une initiative, un programme comme celui d'AFAWA peut apporter pour remédier un tant soit peu à cette situation que nous déplorons tous. Mariam? Merci beaucoup. Encore une fois, merci de l'invitation et de l'opportunité d'être sur ce panel. Donc, je suis Esther Dassanou. Je gère une initiative, en fait, de la BAD, a priori, qui vise justement à l'action affirmative pour le financement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Donc, nous avons un programme avec le Fonds africain de développement, donc AGF, qui permet, si vous voulez, de faciliter l'accès au financement en diminuant les besoins en garantie, en termes de garantie, que les femmes entrepreneurs, dont les femmes entrepreneurs, si vous voulez, ont besoin pour pouvoir accéder au financement. Mais nous avons d'autres produits comme les lignes de crédit, les participations dans des fonds d'investissement, des lignes commerciales pour justement faciliter encore une fois l'accès au financement des femmes entrepreneurs et plus particulièrement des PME sur le continent. Donc, avant même d'arriver à la question de l'accès au financement, j'aimerais un peu rebondir sur la question de base qui est quelque part, je me dis c'est les femmes dans les médias, mais c'est peut-être aussi la place de la femme dans l'économie africaine et dans l'économie ouest-africaine et plus particulièrement de l'Afrique francophone. Je me pose la question de savoir si dans notre subconscient quelque part, on n'a pas relégué la femme à une certaine place
Et Franck disait tout à l'heure que bon, les femmes entrepreneurs, certes, elles sont là, mais je vous pose une question. Quand on parle du monde des affaires, on ne pense pas à une femme entrepreneur. On pense à un homme, qu'on le dise. La presse écrite très souvent et la presse financière, la presse économique va penser plutôt vers ça. Elle ne pensera pas forcément à cette femme entrepreneur qui est aussi femme d'affaires, qui a cette capacité de gérer des entreprises qui ont la taille de celles qui sont gérées par les hommes. Dans le monde des finances, c'est pareil. Combien aujourd'hui de DG d'institutions financières sont en fait des femmes? Il faudrait qu'on se pose cette question-là et quelque part relier ça un peu au sujet vers lesquels les femmes aussi sont reléguées. Et autant je comprends le besoin quand même de pouvoir intégrer les femmes dans tous les sujets, autant je vois aussi l'importance justement d'en faire un sujet particulier parce que si on ne le fait pas, quelque part, on passe dessus. Voilà. Et c'est à cause de ça que la Banque africaine de développement a décidé qu'il fallait non seulement qu'elle ait un programme genre, un département genre, une stratégie genre qui soit intégrée dans la stratégie de développement total de la banque, donc complète de la banque, et qu'au travers même de ce département-là, qu'il y ait une initiative qui se penche particulièrement sur le sujet de l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, on le sait, en Afrique, les femmes commencent des business plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. Ou que nulle part ailleurs, pardon, dans le monde. Ok, je pense qu'aujourd'hui, on est à quelque part entre 25 et 30%, quand dans le restant du monde, c'est beaucoup plus bas que ça. Mais quand on regarde au niveau des institutions financières, le nombre de femmes entrepreneurs qui ont accès au crédit, c'est entre 0 et 5%. Très peu d'institutions financières ont une approche particulière pour les femmes entrepreneurs. Et très souvent, on me l'a dit, nous, on ne fait pas de discrimination. Les hommes et les femmes sont tous les bienvenus. Tout à fait. Sauf qu'on a affaire à deux clients qui sont quand même différents. À deux clients qui font face à des réalités sociales différentes, qui encourent des risques différents. Donc, si on ne prend pas ça en compte pendant qu'on est en train justement de penser à nos stratégies de croissance, aux différents types de produits à mettre sur le marché, c'est sûr qu'on met 50% de ce marché-là à côté. Et pourtant, c'est un marché qui est porteur. Les femmes entrepreneurs aujourd'hui, quand elles ont accès, quand elles sont accompagnées avec des opportunités, si vous voulez, de développement de leurs capacités, quand on leur donne accès au marché, mais elles ont des résultats aussi probants, sinon même parfois plus probants que celles des autres entreprises sur le marché, je vais le dire comme ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, du coup, aujourd'hui, pour nous, au travers d'AFAWA, c'est de créer différents mécanismes financiers qui permettent aux institutions financières de voir l'opportunité que leur présente le marché de l'entrepreneuriat féminin. Donc, au travers de nos lignes de crédit, automatiquement, pour pousser les banques, et pour nous, c'est un point d'entrée, hein, c'est de leur dire qu'il y a un certain pourcentage de la ligne de crédit automatiquement qui ira vers une femme entrepreneur. Cependant, on veut en fait que l'institution financière aille au-delà de cela et donc on accompagne cette institution financière pour lui permettre de comprendre le day-to-day d'une femme entrepreneur et de prendre ça en compte dans ce qu'elle met sur le marché. On est conscient du fait que les femmes entrepreneurs ont des difficultés à accéder à la terre ou au titre foncier. Pour remédier à ça, on a mis ce problème-là de côté en créant un mécanisme de garantie qui leur permet de ne pas avoir ce besoin-là, de ne pas être, si vous voulez, freiné à cause du manque de garantie, ce qui leur permet d'accéder aux prêts plus facilement. Donc, que ce soit pour les femmes qui veulent se lancer dans une entreprise médiatique, si je peux dire, ou autre, pour nous, si vous voulez, le processus, c'est le même. C'est juste que je dirais aux femmes entrepreneurs,
les médias, c'est un secteur comme un autre. Intéressez-vous-y. Peut-être que si les femmes entrepreneurs, quelque part, s'y intéressaient, il y aurait beaucoup plus de femmes aussi, si vous voulez, dans ce secteur-là, dans le secteur du journalisme économique et autres. Donc, grosso modo, voilà un peu le projet de la PAD. Merci beaucoup, Marine. Alors, vous avez justement parlé de la possibilité, donc, des possibilités qui sont offertes pour financer, notamment pour garantir, en l'occurrence, donc le financement que les femmes devraient obtenir auprès des banques classiques, donc pour pouvoir éventuellement créer une entreprise médiatique. Mais est-ce que vous avez des programmes spécifiques pour cela aujourd'hui? Quels sont en réalité dans votre pipeline de projet aujourd'hui? Vous mettez l'accent sur quoi? Ou bien quels sont vos projets phares aujourd'hui d'AFAWA? Peut-être que vous avez dit des choses qui ne plaisaient pas au micro. Non, c'est bon. Ok, donc pour AFAWA particulièrement, comme j'ai dit, on n'a pas forcément de secteur spécifique. Pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc tous les secteurs sont la bienvenue, j'ai envie de dire. On encourage les femmes, quelque part même, à se lancer dans des secteurs qui sont reconnus pour être traditionnellement des secteurs à forte présence masculine. Et pour ça, c'est dans l'assistance technique ou dans le capacity building qu'on va, si vous voulez, retrouver une approche beaucoup plus particulière. Et donc là, il y a des opportunités de mentorat, il y a du networking qu'on met en place justement pour permettre aux femmes entrepreneurs, aussi bien en Afrique que dans d'autres pays, ou dans d'autres, si vous voulez, régions du monde, de se rencontrer, de pouvoir apprendre les unes des autres et maintenant de pouvoir elles-mêmes, basées sur les réalités du terrain dans lequel elles sont, pouvoir monter leur entreprise. Donc, je ne peux pas dire qu'on a un programme particulier pour les femmes entrepreneurs dans les médias parce que, comme je l'ai dit à la base, nous, les femmes sont bénéficiaires. Mais les cibles, ce sont les institutions financières à la base. Voilà. Très bien, on a bien compris, Madame Dassanou. Alors, je pense que Adama Wade est en ligne. Adama, bonjour, tu es là? Adama? Bonjour. Oui, bonjour. Je précise qu'Adama Wade est donc le fondateur donc de Financial Afrique, qui est un média donc économique et financier de renom. Alors Adama, nous sommes en train, je pense, à suivre un peu les interventions précédentes. Alors on parle de comment renforcer la place des femmes dans les médias économiques et financiers. Toi, à Financial Afrique, est-ce que tu fais suffisamment de promotion de femmes? Est-ce qu'il y en a déjà dans ton équipe? Au nombre de combien? Quel pourcentage? Qu'est-ce que tu fais pour que la situation évolue? Oui, tout d'abord, bonjour. Je salue les organisations importante rencontre annuelle qui est en train de devenir un rendez-vous incontournable, en tout cas dans l'agenda des journalistes. Effectivement, la question de la femme, elle est essentielle. Elle est essentielle non seulement parce que toutes les institutions et tous les agendas nationaux et internationaux ont inscrit le genre parmi les priorités, mais elle est aussi essentielle parce que ça concerne quand même 52% de nos populations. Et on ne peut pas se développer, amorcer l'émergence sans la femme. Donc, en ce qui nous concerne, la Financial Afrique, qui est un média financier par on t'entend plus. Adama, on n'a plus de son.
Allô? Allô, tu peux... Oui? Oui, tu es là? On t'entendait plus. Bon, je pense qu'on a quelques difficultés à rallier Adama. Peut-être qu'on va voir du côté de Ristel si elle est en ligne, le temps que la connexion d'Adama se rétablisse. Allô? Oui, tu nous entends? Mais nous, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Bon, on va passer la parole à Ristel, le temps que tout, au plan technique, tout se remette en place. Oui, allô? Entendez maintenant? Oui, vas-y. Je vous entends. Oui, vas-y, Adama. D'accord. Donc, Financial est pratiquement parfait dans la direction de publication. Non, la liaison là, c'est totalement, c'est entrecoupé. Oui, c'est entrecoupé, c'est inaudible. On va te revenir après, s'il te plaît, le temps que tout ça soit corrigé. Voilà. Direction Financial Afrique TV, qui est notre marche. Bon, on va passer la parole à Ristel. Ristel Tchouna. Ristel? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous abordons la problématique de comment renforcer la place des femmes dans la presse économique. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous la situation à la Tribune Afrique? Est-ce qu'il y a une surreprésentation ou une sous-représentation des femmes dans votre rédaction? Déjà, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour l'invitation. À la Tribune Afrique, j'ai été pendant longtemps la seule femme de la rédaction dans une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, j'ai écouté l'intervention des unes et des autres, des uns et des autres précédemment et le constat est le même. Par la suite, j'ai été rejointe par une collègue. Donc, nous étions les deux seules femmes de la rédaction. Et c'est un constat qu'on fait au sein de plusieurs rédactions, vu que j'en ai fait d'autres précédemment. Et c'était toujours le même constat. Quand on parle d'économie en général, les femmes ne sont pas tellement intéressées. Je parle des femmes journalistes. Les femmes journalistes ne sont pas vraiment intéressées. C'est les chiffres, c'est compliqué, etc. Il faut dire que moi, le constat que j'ai fait, parce que j'ai écouté tout à l'heure l'intervention je ne me souviens plus de son nom, l'intervenante qui parlait avant Franck. Contrairement à ce que j'ai entendu, moi j'ai plutôt souvent vu, ça fait une dizaine d'années que je fais le métier, les journalistes femmes refusaient de traiter les sujets liés à l'économie, trouvant que c'est compliqué, etc. Et moi, avant d'être dans la presse économique spécialisée, j'étais dans la presse généraliste que j'ai intégrée pour traiter des questions économiques. Donc, il faut dire qu'à la base, je suis ingénieur financier de formation. Du coup, tout ce qui est économie, finance, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et donc, j'ai commencé dans ce domaine-là précisément. Et j'ai eu aussi la chance quand même d'avoir des patrons qui donnaient la possibilité aux femmes de montrer de quoi elles sont capables. Donc, c'était pas... on n'envoyait pas forcément des femmes sur des sujets société ou santé parce que c'était des femmes, mais elles faisaient le choix. Donc moi, j'ai plutôt eu affaire à cette catégorie de journalistes. Et bon, pour répondre directement à votre question, c'est ce qu'on observe. Je ne sais pas si je peux en dire plus sur comment... Allez-y, oui. Allez-y, voilà. on vous écoute.
voilà, au fil des années, on a vu, pour celles qui travaillent sur l'Afrique comme moi, les institutions se mobiliser pour favoriser la montée en compétences des journalistes. Parce qu'il faut dire que une des choses qui fait souvent peur par rapport au journalisme économique, c'est l'aspect expertise, compréhension technique, etc. Et donc on a vu ces dernières années des institutions comme Ecobank, Afreximbank, et même au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, mettre en place des formations pour intéresser davantage les journalistes africains aux questions économiques. Parce que j'ai entendu aussi un ministre dire tout à l'heure que la politique était dominante, et c'est vrai, parce qu'elle promet aux Africains, enfin, en tout cas dans l'univers africain, une carrière de prestance. Or, l'économie est tout aussi importante, et d'ailleurs, elle est de plus en plus dans le contexte mondial et panafricain dans lequel nous sommes, de relance économique, de poursuite du développement, etc. Il faut que de plus en plus de journalistes africains, en général, des femmes en particulier, s'intéressent à la discipline économique. Et une des façons, donc, c'est vraiment que les institutions s'engagent de plus en plus dans la formation technique des journalistes. On a eu par exemple une formation avec Afreximbank il y a 2 ans autour de la zone de libre-échange économique et tout ce qui est termes techniques autour, enjeux géostratégiques, etc. Ça donne des outils d'analyse pour pouvoir se positionner. Donc il y a cet apport que les institutions peuvent faire, mais il y a aussi, pour rebondir peut-être sur la problématique que rencontrent mes collègues en Afrique de l'Ouest notamment, les patrons de médias devraient pouvoir donner davantage leur chance aux femmes et même les inciter. Parce que quand on a par exemple des femmes journalistes qui ne veulent pas traiter des sujets économiques parce qu'elles estiment que c'est trop complexe, vous savez, les femmes sont généralement émotionnelles, hein, psychologiquement, c'est comme ça que les femmes sont définies. Du coup, elles sont beaucoup plus intéressées par les thématiques qui touchent à l'âme, touchent à la personne. Voilà pourquoi elles sont beaucoup plus tournées vers le social. Mais si on leur fait davantage comprendre l'importance de traiter le journalisme économique, l'importance de s'intéresser aux questions économiques, parce que cela va permettre au continent de se développer, de démocratiser la connaissance et donner les clés à la société en général et aux femmes en particulier pour pouvoir prendre position. On a parlé d'entrepreneuriat tout à l'heure, mais comment les femmes entrepreneurs vont davantage trouver de l'information stratégique s'il n'y a pas de plus en plus de femmes qui traitent des questions liées à l'économie et à l'entrepreneuriat. Donc on réalise que nous sommes dans un contexte où nous avons en tant qu'Africains davantage besoin de nous intéresser aux questions économiques, et c'est à nous les journalistes de démocratiser cette information parfois financière, boursière, bancaire, etc., qui paraît même très souvent compliquée aux yeux des entrepreneurs. Démocratiser cette information, la rendre accessible et davantage intéresser les sociétés africaines à l'information stratégique, parce que l'économie, c'est l'information stratégique. Merci Ristel. Alors, on va donner la parole à Nadia. Nadia, vous êtes encore là avec nous? Nadia? Oui, j'avais enlevé mon micro, je le remets. Oui, je suis là et je vous écoute avec beaucoup d'attention. Très bien, merci beaucoup. Alors, on revient vers vous. Justement, avec toute l'expérience qui est la vôtre, vous avez eu à manager des équipes mixtes, puisque mixtes en faveur de la femme notamment. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Des dames, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire aujourd'hui pour faire en sorte que dans d'autres pays du continent, le modèle de l'économiste puisse prospérer? Je ne sais pas du tout, parce que nous, ça nous est arrivé sans qu'on le voie. Et c'est que quand les choses ont été là, il faut quand même faire quelque chose. On a besoin des mecs de temps en temps. Voilà. Alors, il y a les garçons et les filles, les hommes et les femmes,
ont chacun leurs avantages et aussi leurs petits défauts. Il faut faire attention de respecter le monsieur quand on lui parle. Même si c'est un monsieur dont je suis la patronne. Il me respectera, je le respecte. Ça, c'est très important. Pas avoir d'attitude dominatrice. De toute façon, le management par l'égalité, par le dialogue, c'est quand même plus commode dans nos métiers. Les femmes, de temps en temps, on a eu des problèmes de jalousie entre deux femmes. Et c'est à gérer parce que ça empoisonne aussi ce produit. Donc on regarde d'un œil, mais si on voit que quelque chose n'est comme ça, on change de place. Voilà, c'est tout. Les seules difficultés, elles sont presque rigolotes que j'ai rencontrées. Quant au financement, je n'ai pas observé qu'au Maroc, le financement d'entreprise soit plus favorable aux hommes qu'aux femmes. Et certainement pas dans mon secteur, en tout cas. Ok, très bien. Voilà, c'est mon expérience. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition, évidemment. Je suis là. D'accord, on va revenir sur le plateau avant de vous poser d'autres questions. Je pense que c'est ouvert. Hein. Si vous avez des questions également à poser à Nadia, écoutez, n'hésitez pas, on va profiter de sa riche expérience. Alors, je vois Franck qui s'est emparé du micro. Je pense qu'il a quelque chose à dire sur le sujet. Je vous écoute. Non, en fait, c'est juste une contribution par rapport aux chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Listel en parlait, ma voisine de droite également. Alors, il faut faire attention quand on parle des médias et vu la fragilité des modèles économiques en jeu, de parler de financement d'entreprises de presse, parce qu'il y a d'abord il n'y a pas de fonds spécialisés sur ce modèle-là. Les problématiques dépendent de la taille des pays, des marchés publicitaires, pour faire extrêmement court. Et puis aujourd'hui, jusqu'où on va entre un modèle 360 degrés ou purement digital, etc. etc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire la différence entre une femme qui va être journaliste et une femme qui veut être entrepreneur, manager ou fondatrice. C'est pas les mêmes problématiques et c'est la même chose pour les hommes. Sur l'entrepreneuriat, pour faire le pont, l'année dernière, il y a eu à peu près 5 milliards de dollars de levée de fonds sur des startups globalement sur le continent. C'est une belle progression et qui continue à s'entretenir, même si à l'échelle de l'ensemble du potentiel existant du continent, c'est très faible. C'est à peu près ce que fait l'Inde chaque année. Là, on a 54 pays quand même. Et quand on parle des possibilités que peut offrir la ZLECAf, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il faut faire attention aussi au niveau de compétitivité et d'innovation de chacun des pays. Ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi un risque quand un pays comme la Côte d'Ivoire va se battre directement en frontal contre le Nigeria, le Ghana, etc. C'est pas forcément un avantage au départ en termes d'enjeux économiques. Et pour revenir à la levée de fonds, 25% de femmes étaient dans ces startups sur les 5 milliards de dollars levés l'année dernière. C'est 25% uniquement, ce qui fait du continent un des pays les plus élevés au monde en termes d'entrepreneuriat féminin. Je crois que l'Ouganda est en tête. Donc il y a encore beaucoup de potentiel, mais il y a un moment, il y a encore aussi beaucoup de barrières sur le financement. C'était juste pour rajouter des chiffres sur la table. Merci beaucoup. On va rester sur le financement avec Mariam. Alors, j'ai une. Allô? Allô? C'est à moi pour parler. Oui, parce oui. Que j'ai des choses à vous dire sur le financement. Voilà. Alors, quand nous avons créé l'économiste, alors, il y avait un financement propre qui a été apporté par les actionnaires de base. Et c'était la première fois qu'on faisait au Maroc un capital aussi gros pour ce secteur de médias. Et pourquoi on a fait un capital aussi important 1 million de dirhams il y a 30 ans, c'était beaucoup d'argent. Et de la gérer de manière extrêmement moderne, comme on gère une entreprise destinée à rentrer en bourse. Et quand bien nous sommes trouvés,
Lorsque nous avons, au démarrage, on a eu un petit crédit bancaire et du capital risque. Le capital risque s'est fait auprès de Attijari Wafa Bank, qui est très présente en Afrique, et le petit crédit bancaire, c'était la BNCI, filiale de la BNP. Pourquoi un petit crédit bancaire? Parce qu'il se disait, la presse au Maroc, il suffit qu'on fasse une saisie, et nous, on va perdre nos sous. Bon, ok, un capital risque qui a été fait avec Attijari Wafa Bank, et ce capital risque, nous l'avons racheté petit à petit. Hein. Les gens qui travaillent dedans on l'a racheté petit à petit. On a eu un autre moment où on a dû acheter une imprimerie. Une imprimerie, à ce moment-là, ça fait même d'occasion, coûtait plus que notre chiffre d'affaires. Ce qui faisait un énoncement de la Bank of Africa, qui s'appelle comme ça aujourd'hui, la Bank of Africa. À cette époque-là, elle s'appelait la BMCE. Et on a eu un financement de la BEI. La BEI faisait pas mal de financement au Maroc. Malheureusement, comme elle ne suit pas très très bien ses affaires, j'ai cru comprendre qu'on a été la seule entreprise à rembourser notre prêt. Bon, c'est autant leur faute que quand ils font des prêts sans être très prudents. Mais je signale que le capital risque, c'était la première fois que ça se faisait au Maroc. Et c'est un bon système. Allô? Et après, on a toujours été bénéficiaire. Tout le temps bénéficiaire. Parfois, avec de belles marges qui nous permettaient de partager le personnel. Oui, je ne vous entends plus. Oui. Donc, je disais qu'on vous suivait avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un business model assez particulier dans le secteur de la presse. Cette rentabilité-là, dans le secteur notamment de la presse écrite, est plutôt rare. Sous nos cieux. Oui. Donc, c'est pour ça que je disais... Surtout, c'est pas seulement de la presse écrite. Hein. Il y a une radio, il y a des investissements sur le continent et il y a une école. Hein, j'ai oublié de vous parler de l'école. Il y a une école parce qu'on ne trouvait pas sur place des gens suffisamment bien formés pour nos besoins. Parce que la presse économique dit, comme vous l'avez souligné, une formation un petit peu plus élevée. Je voudrais vous signaler quelque chose que nous avons remarqué. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Afrique subsaharienne, comme on dit au Maroc, et qui font leurs études supérieures au Maroc, soit dans les facs, soit dans les grandes écoles, soit dans les écoles privées. Et on s'est aperçu, et là c'est uniquement, enfin, très rarement des femmes, très rarement des femmes, largement des hommes, et on s'est aperçu que ces personnes, ces jeunes, avaient une bien meilleure formation, école primaire, école secondaire, que nous n'avions au Maroc, ce qui permettait d'avoir une capacité de rebond pour faire des carrières supérieures à celles de leurs camarades marocains. C'est vrai, je vous étonne sans doute pour ça, mais tout le monde ne fait pas des études, mais quand on fait des études en Afrique subsaharienne, ce sont de bonnes études, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Merci beaucoup Nadia, merci pour ces échanges. Alors on va continuer sur la question du financement. Je pense que Madame Dassanou avait le micro tout à l'heure. Alors c'était pour voir aujourd'hui. Oui, je passe à Eric tout à l'heure. On écoute Madame Dassanou sur la question du financement. C'est d'abord les femmes. Hein. C'est une women's session d'abord. Alors, donc, Madame Dassanou, aujourd'hui, avec AFAWA, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Pas seulement, je ne parle pas de... Vous avez bien dit que ce n'est pas des fonds, des financements spécifiques pour des entreprises de médias, mais de façon générale, j'ai cru comprendre qu'il y a un besoin quand même de financement de près de 21 à 24 milliards de... Pardon 42, pardon, j'ai pris la moitié. 42 milliards pour les femmes entrepreneurs aujourd'hui en Afrique. Est-ce qu'il est possible de combler ce gap? Si oui, comment?
à partir de votre expérience? Enfin, moi je vais dire oui, absolument, qu'il est possible de combler ce gap, mais ça a besoin en fait de la participation de tout l'écosystème. Donc, d'abord, je crois que quelque part, des institutions financières elles-mêmes, qui doivent comprendre, comme je le disais tout à l'heure, que le marché féminin est un marché porteur, que les femmes entrepreneurs ont la capacité de prendre le crédit et de les payer. On sait que, enfin, les recherches nous montrent que quelque part, les femmes paient leurs prêts. Et moi-même, de par mon expérience, à chaque fois que nous avons eu à développer un programme particulièrement avec une institution financière, on a remarqué que le taux d'impayé au niveau de ce portefeuille était très bas. Donc ça, c'est la première chose. Il faudrait aussi que les institutions financières, quelque part, comprennent le marché féminin, comprennent les enjeux, les risques, et qu'elles prennent ça en compte dans les produits et services qu'elles mettent en place pour les femmes entrepreneurs. Il faudrait que les femmes entrepreneurs elles-mêmes aussi participent quelque part au changement et à la prise de conscience. Et là, je donne un exemple. Récemment, je faisais l'exercice au travers du programme que nous avons avec AGF, où nous savons que certaines entreprises féminines ont été couvertes par la garantie. Pour les trouver sur l'Internet, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Elles ont peur, comme on le disait tout à l'heure, de montrer qu'elles sont là. Alors que pour qu'il y ait cette prise de conscience, on a besoin de voir des femmes entrepreneurs qui réussissent parce qu'elles le font, qu'elles prennent la parole, qu'elles montrent ce qu'elles ont fait sans honte de le faire. Et il est aussi important pour les politiques qui sont en place de permettre aussi, si vous voulez, cette prise de conscience et aussi de permettre aux différents acteurs de pouvoir faciliter cet accès, que ce soit l'accès au financement ou même l'accès au marché, je dirais. Si vous avez des lois, et tout à l'heure, la collègue la consoeur, si vous voulez, du Bénin disait que le Women Business and the Law de la Banque mondiale montrait encore qu'il y avait des lois qui étaient un enfreint justement à, si vous voulez, à la croissance économique des femmes et des femmes entrepreneurs particulièrement. Donc, si ces lois sont en place et qu'elles empêchent ou qu'elles ne facilitent pas l'accès, on aura beau taper sur les institutions financières, on aura beau investir, les femmes n'accéderont pas. Et très souvent, je donne l'exemple de la garantie qui en est un. Pour garantir, le meilleur type de garantie, on va nous dire, c'est le titre foncier. Mais c'est pas la banque qui, quelque part, demande absolument que ce soit ça. C'est que le régulateur demande que ce soit ça. Et donc, rien qu'en ne mettant cet obstacle, ou si vous voulez, ce critère de base, on a mis 50% de la population de côté, parce que justement, celles qui n'ont pas accès à la terre, très souvent, celles qui n'ont pas accès au titre foncier, ce sont les femmes. Vous voyez, donc il y a un besoin, comme je dis, de travailler avec tout l'écosystème, les accompagnateurs des entreprises en général, des PME et des PME féminines, doivent elles aussi faire un travail quand même assez approfondi avec les femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent elles aussi grandir et accéder. Mais sinon, l'écart des 42 milliards, je pense que si tout le monde s'y met, on a les capacités de le réduire. Merci beaucoup, Mariam. Alors, il y a Eric qui s'est impatienté. Je ne sais pas s'il est toujours là. Il va nous dire ce qu'il fait pour promouvoir la place de la femme donc, dans la presse économique. Eric? Eric Agnero, bonjour. Eric Agnero est analyste politique et économique USA Africa, je pense qu'il est basé aux États-Unis. Et il devait intervenir, donc non, Eric n'est pas là. Allô, Eric? Voilà, je pense que... Oui, allô? Oui. Allô? Oui, Eric, on t'écoute. Suis-je avec vous? Oui, on t'écoute.
J'aimerais donc apporter ma petite expérience plutôt nord-américaine qui est similaire aux expériences en Afrique. C'est le même constat. La présence des femmes dans la presse économique et donc elle reflète, comme bien d'autres domaines, de la place de la femme elle-même. Aux États-Unis, par exemple, les statistiques montrent qu'en général, ce sont 26% des personnes qui sont actives dans le domaine économique et financier sont des femmes, que ce soit dans la presse, à Wall Street, dans les grandes banques, bien sûr, ou même aux postes gouvernementaux. Les États-Unis font un effort plus grand que d'autres pays pour pouvoir réduire donc ce gap. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est la contribution des femmes dans le débat économique au niveau académique surtout. Et ce qui montre que ce nombre est en train de grandir parce que, en général, il y a une politique qui est favorable à l'émergence donc des femmes dans le domaine économique. Donc, le changement se fait à la fois de façon verticale parce que l'État fait pression, donc du haut vers le bas, et puis du bas vers le haut parce que les États-Unis ont une longue histoire de féminisme ou en tout cas de lutte pour les droits de la femme. Et cette histoire de lutte pour les droits de la femme a bien sûr inspiré pas mal de continents, l'Europe et ensuite l'Afrique. Donc et les deux marchent ensemble parce que les femmes font pression en bas et les hommes qui les accompagnent font pression. Les gouvernements sont sensibilisés, donc le processus démocratique s'améliore et donc par ricochet, le gouvernement lui-même, comme il est normal quand on est un gouvernement démocratique, fait en sorte que ces questions-là soient au centre des agendas des politiques. Ceux qui sont encore lents et donc même si les femmes et les hommes qui veulent donc la promotion des femmes poussent, en haut, on ne répond pas favorablement encore, ou alors il n'y a pas encore une masse critique. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. De la même manière qu'il faut envoyer les filles à l'école, il faut donc faire en sorte que les femmes aient accès aux professions économiques. On aurait pu penser que, par exemple, dans des pays comme le Bénin ou le pays comme le Togo, par exemple, avec les Nana Benz, les femmes sont dans le commerce, elles sont déjà au marché. On aurait pu penser que ces femmes-là, au Bénin, il y a eu peut-être beaucoup plus de femmes dans la presse économique. Je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, comme ici aux États-Unis, en Afrique, la place des femmes dans le domaine économique est le reflet même de la femme en général dans la société. J'aimerais terminer par la femme maintenant noire aux États-Unis, qui elle a un double préjudice, qui est le fait d'être femme. Bon, je dis préjudice parce que on voit à l'expérience que les femmes sont marginalisées. La femme noire est non seulement marginalisée parce qu'elle est femme, mais elle l'est aussi parce qu'elle est l'héritière donc d'un système d'esclavagisme, comment dirais-je, de ségrégation. Et donc, in fine, la femme noire, même si elle est bien présente dans l'administration, dans les petits boulots, parce qu'on a favorisé le travail des femmes noires et les hommes, on les a beaucoup laissés dans les champs, il n'empêche, c'est très, très marginal. Et donc, aujourd'hui, au-delà de la presse économique, dans le milieu des affaires, dans le milieu financier, il y a des incentives, une politique de, comment on dit en français, discrimination positive. Donc il y a un jeu entre effectivement cette discrimination positive et le fait que les États-Unis deviennent de plus en plus, en ce qui concerne la question raciale, ont au moins le courage de l'aborder.
Et c'est ce qui fait la particularité des pays anglophones. Dans les pays francophones ou dans la sphère francophone en général, et on ne reconnaît pas qu'il y a déjà cette disparité-là. On ne veut pas prendre les choses en main. Ici, on le sait, on l'accepte et on cherche une solution pour changer le problème. Donc, c'est à la fois dans les deux sens, la montée en puissance donc des processus démocratiques qui font que aujourd'hui, une femme peut avoir accès au débat. À la télé, on voit de plus en plus de femmes ici aux États-Unis, noires comme blanches, tenir le micro devant la caméra au journal. Donc, il y a des images positives de la femme qui transparaissent dans la société. Donc, une gamine qui est dans le Mississippi se dit, en plus d'être noire, je vois une noire qui, elle, en plus d'être femme, est économiste, mais moi aussi, j'ai envie de le faire. Donc, il n'y a pas de solution toute trouvée, mais c'est un problème de société et il faut avoir le courage de faire ce débat. Je ne sais pas si j'ai été un peu trop long, si ce que j'ai dit fait un sens, mais c'était ça ma participation à ce débat-là. Merci Eric, ça fait beaucoup de sens, on a bien compris. C'est votre prédécesseur au micro le soulignait également. Donc cette nécessité de travailler de concert avec tout l'écosystème en réalité. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors je vais prendre une ou deux questions dans la salle s'il y en a pour pouvoir clore c'est malheureusement toutes les bonnes choses ayant une fin, on va devoir arrêter. Oui. Il y a pas. Où sont les jeunes dames? Où sont les hôtesses? Vous promenez le micro. Je remercie les panélistes pour ce débat très intéressant. Je ne suis pas un spécialiste, mais tout ce que vous avez dit a éveillé ma curiosité, tout en partant du principe que le développement de l'Afrique dont on parle aujourd'hui est tributaire du rôle que va jouer la femme africaine en quelque sorte. C'est-à-dire est tributaire de l'émancipation économique de la femme africaine, certainement, indiscutablement. Moi, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est-à-dire, vous classez la femme africaine, vous la mettez dans un bloc monolithique. C'est-à-dire, vous ne faites même pas la distinction entre la femme qui évolue dans le milieu rural et la femme africaine qui évolue dans le milieu urbain. C'est-à-dire, celle qui, certainement, si on reprend la terminologie d'Amartya Sen, celle qui est dans le milieu rural, il faut s'attendre à ce qu'elle n'ait pas suffisamment de capacité pour profiter, peut-être pour tirer profit des opportunités que lui offrent les nouvelles politiques publiques mises en place par les pays africains. Alors que celle qui évolue dans le milieu urbain, et là je reviens au cas marocain, on voit qu'il profite énormément. Certes, dans le milieu urbain aussi, il va falloir fragmenter, parce qu'il y a encore des blocs. Mais il y a des femmes qui, c'est-à-dire on voit que la femme marocaine qui est dans le milieu urbain tire de plus en plus profit de cette conjoncture, nouvelle conjoncture. Et donc il s'émancipe de plus en plus économiquement. Maintenant, j'ai une autre remarque. Maintenant, qu'en est-il de la rationalité économique de la femme? C'est-à-dire, vous n'avez pas essayé d'étudier ça sous l'angle de la rationalité économique. Vous vous êtes contenté de dire que peut-être elle n'est pas la bienvenue dans le monde de la presse et j'en passe. C'est-à-dire, voilà, peut-être c'est la faute à la politique de recrutement. C'est la faute à la politique des ressources humaines. Alors que moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que la femme, peut-être dans le milieu urbain, je dis encore une fois, elle est beaucoup plus rationnelle que nous le croyons. Elle est beaucoup plus rationnelle à partir du moment où c'est un individu rationnel, c'est un economicus qui est capable de faire l'arbitrage. Moi, je parle de la femme marocaine, par exemple. C'est-à-dire, à un moment donné, il se dit, est-ce que je vais faire de longues études pour devenir économiste ou bien je vais me contenter de faire des études, au bout de 3 ans, je deviendrai directrice de marketing. Et donc la plupart des femmes, peut-être j'ai l'impression que la majorité sont en train de s'orienter vers des métiers qui rapportent gros et le plus rapidement possible, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, c'est-à-dire en termes de coût d'opportunité. Je m'arrête là, il y a un troisième constat,
à chaque fois, j'essaie de faire une étude sur la diaspora marocaine au Gabon et en Guinée équatoriale. J'ai publié un article il y a 4 ans, et là, je veux le réactualiser pour savoir s'il y a eu des changements entre-temps. Et j'ai trouvé qu'il y a des changements importants qui se sont produits entre la date où j'ai publié le premier article et la date où j'ai fait la deuxième enquête. C'est-à-dire, on voit que cette femme marocaine urbaine, qui commence à s'émanciper économiquement, qui commence à tirer profit des opportunités que lui offrent les dispositifs publics, elle est en train de chercher aussi à s'expatrier. C'est-à-dire, il veut aussi profiter de cette dynamique continentale en termes d'approche, de relations stratégiques entre le Maroc. C'est-à-dire, je trouve que dans la diaspora marocaine au Gabon et en Guinée équatoriale, il y a de plus en plus de femmes cadres. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. C'est-à-dire, la femme ne se contente plus de son rôle au niveau national, elle veut aller aussi s'investir au niveau continental. Voilà. Pour ces analyses, ces remarques très très pertinentes. Alors, il y a Monsieur Bien, merci beaucoup. J'ai un commentaire à faire pour ce qui concerne la faible présence de femmes dans les médias économiques et financiers. Moi, c'est un commentaire. C'est que, d'une part, le métier des journalistes est rigoureux. Il faut une formation spécifique. De l'autre côté, un économiste peut avoir les outils et peut être formé sur l'État de la manière dont il faut communiquer. Et moi, je pense que le gap ou l'insuffisance, la faible présence de femmes peut être adressée ou résolue à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a des femmes brillantes, étudiantes en économie ou économistes à part entière, à qui les professionnels de médias peuvent donner l'opportunité avec des incentives, écrire une tribune par exemple, une étudiante douée en économie qui fait une recherche importante, avoir une opportunité de travailler avec les médias, faire une tribune. Les spécialistes de médias peuvent l'aider à mettre ça dans un langage assez accessible et de cette manière-là, le besoin en communication des réalités économiques et financières peut être assouvi par les femmes. De l'autre côté, c'est évidemment des journalistes féminins qui peuvent être initiés aux réalités économiques et financières. Moi, je pense que cette approche-là, croisée, peut permettre à celles qui sont intéressées ou à celles qui n'ont pas encore découvert l'intérêt pour la chose d'y trouver une opportunité. Je dis ceci pourquoi? Parce que quand nous regardons les grands médias au travers le monde, notre ami aux États-Unis a évoqué quelques cas, vous allez voir que la plupart des spécialistes que nous voyons à la télévision n'ont pas de formation de journalistes. Ils nous font de belles analyses des relations publiques. Farid est un cas. Ceux-là qui font les analyses financières, la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont fait les finances, mais ils se retrouvent sur une tribune de télévision avec une grande fortune. Tout simplement, ils ne font pas les dérivés mathématiques compliqués des finances, mais ils expliquent ce qui se passe, par exemple, sur Wall Street. Ils ont un temps d'antenne et ils ont beaucoup d'argent. Ils engagent même les journalistes formés pendant plusieurs années, mais eux, ils utilisent leur expérience dans le média et ils se font beaucoup d'argent. Et moi, je pense que sur le continent, cette approche-là est possible. Parce qu'une bonne étudiante qui a fait sa recherche, à qui l'on offre une opportunité d'intervenir sur un plateau de télévision, expliquer ça lui donne d'abord une exposition. Et puis, si le média qui l'invite lui donne une motivation, je crois que ça peut attirer d'autres étudiantes. Et de cette manière-là, quelqu'un qui fait l'économie avec une initiation minimale à la communication peut combler ce rôle. De même, les autres qui ont fait le journalisme, tout simplement, peuvent également être initiés à certaines réalités économiques et être présents
dans ces domaines-là où elles sont sous-représentées. C'est ça mon commentaire. Kabata, merci. Merci infiniment pour cette contribution. Il y a Nadia qui voulait rebondir sur ce thème et après on va donner la parole pour les mots de clôture à ceux qui sont en présentiel. Je pense qu'Adama est parti. Oui. Oui, Nadia, allez-y. Oui, c'est pour rebondir sur les questions de financement. Je suis par ailleurs vice-présidente de Alamana, qui est la plus grande association de microcrédit du monde arabe et de l'Afrique. Et il y a 20 ans maintenant, quand on a créé cette association, on a mis dans nos statuts, tout content de faire un peu d'égalité, on a dit on fait la moitié de nos crédits hommes, moitié de nos crédits femmes. Très bien. Sauf que la partie femmes, il n'y a pratiquement pas de risque. Et ça fait 20 ans que ça dure. Les femmes remboursent. Du côté des mecs, c'est dur. C'est eux qui nous font les plus grands problèmes d'un pays. Je ne sais pas pourquoi, et je note que ma camarade banquière a dit la même chose. Qu'est-ce qui se passe si on pouvait savoir est-ce qu'il faut confier tous les prêts bancaires à des bonnes femmes? Allô? Oui, j'ai fini. D'accord, vous avez captivé notre attention, surtout votre chute, elle est savoureuse. Bon. Mais je ne sais pas si elle est pour tout le monde. Parce que vous dites qu'il ne faut prêter qu'aux bonnes dames. Bon, ça, c'est à voir aussi. C'est vrai, c'est de l'affirmative action aussi, mais bon. C'est la discrimination positive. Il disait que je ne sais pas si tout le monde est favorable à ce genre de discrimination positive où on ne prêterait qu'aux bonnes dames, mais bon, il y a quand même quelques bons mecs, non, Nadia, qui remboursent. Je sais pas tous qui remboursent pas. En tout cas, j'en ai trouvé autour de moi dans l'entreprise. Très bien, heureusement. Alors, merci infiniment, Nadia. Oui, il y a Ristel qui est avec nous. Ristel, un mot de conclusion. Oui. En fait, ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que, un peu comme tous les métiers pour lesquels on a mobilisé la société, tant au niveau du continent qu'au-delà, pour une démocratisation de ces métiers-là. On a parlé beaucoup ces dernières années, par exemple, de la tech, les femmes dans les sciences, etc. Je pense que la logique devrait être la même pour le journalisme économique. Après, il y avait différentes interventions tout au long du panel où chacun partageait un peu son expérience par rapport au pays où il se trouve, son contexte social, etc. Concernant le journalisme, il faut savoir que les réalités sont différentes d'un pays à l'autre à travers le continent. En Afrique du Nord, par exemple, le secteur privé est très développé. Les médias sont très avancés. Du coup, même les conditions des journalistes sont différentes par rapport aux pays d'Afrique subsaharienne. Je me souviens, par exemple, moi, je sais depuis la classe de 3e que je veux devenir journaliste et je le disais haut et fort. Je me souviens, mon père, qui est financier, mais qui fait également dans la poésie, avait son éditeur. Et moi, je lui dis un jour, toute contente, moi, je veux devenir journaliste. Et lui, il me dit, non, pourquoi? Faut pas être journaliste, faut être financier comme ton père. Les journalistes, ils gagnent rien. Et bien, c'est pourquoi? Parce que en Afrique subsaharienne, les journalistes n'ont pas une condition qui soit décente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un message que doit porter le FAPEF pour que davantage on améliore les conditions des journalistes et que des femmes, un peu comme mes collègues qui sont sur le panel en présentiel, qui évoluent dans la presse économique, puissent montrer leur travail. Je sais qu'en parlant ainsi, je me parle à moi-même, parce que je pense que je suis de celles qui aiment bien se cacher, mais j'ai compris en parlant en traitant avec les entrepreneurs depuis de nombreuses années, je me rends compte que finalement, c'est la communication qui permet l'accès, qui facilite l'accès à la connaissance. Et si plus de jeunes filles depuis le lycée savent qu'il y a plein de femmes africaines qui font la presse économique et qui s'épanouissent dedans,
elles voudront de plus en plus le faire parce qu'elles vont se projeter. C'est un peu comme nous, quand on était petites, on regardait à la télévision Denise Epoté, qui était la première présentatrice du journal télévisé au Cameroun. Tout le monde, en tout cas, qui aimait la prise de parole en public, voulait devenir une Denise Epoté. Et moi, quand je l'ai rencontrée pour la première fois au Cap-Vert, j'étais déjà adulte, mère, mais j'étais tellement émerveillée de la rencontrer. Enfin, bref, on a besoin que de plus en plus les femmes qui font la presse économique montrent leur travail. On a les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Twitter, etc., qu'elles puissent montrer ce qu'elles font. Cela va donner des idées aussi aux plus jeunes et la chaîne va pouvoir se construire. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ristel. Adama, tu es de retour? Non, je pense qu'Adama est parti. Alors, on va revenir donc sur le plateau pour conclure. Je vais vous laisser, mesdames, dire chacune un mot. Je commence donc par Nadège. Alors, merci. De Sidoya. En plus des solutions qui ont été proposées pour améliorer la place de la femme dans la presse économique, je voudrais aussi ajouter, comme l'a souligné ma consoeur qui vient de parler, le renforcement des capacités des femmes. Au Burkina, on a expérimenté une expérience avec la cellule nationale, la cellule Norbert Zongo, pour le journalisme d'investigation en Afrique, qui offrait des bourses de production. Et là, ça a permis, mais là, ils avaient focalisé sur des sujets sociaux, mais on s'est rendu compte qu'il les femmes se sont intéressées à des sujets sociaux qui intéressaient un peu plus la société. Donc, on pourrait rééditer l'expérience sur des questions exclusivement économiques et financières. En plus de cela, comme on l'a dit, les expériences sont différentes en fonction des pays. Donc, au niveau micro, dans les rédactions, il faudrait déjà donner plus de femmes, plus de place aux femmes, les affecter dans les desks économie, finance, développement, et aussi les encourager à se dépasser. Parce que beaucoup l'ont souligné, souvent elles sont réticentes à traiter de ces questions-là. Je voudrais rebondir par rapport à l'expérience du confrère sur comment les femmes, entre les femmes urbaines et les femmes rurales, comment elles profitent des politiques publiques. Je suis assez d'accord avec lui, mais je voudrais souligner que je pense que certains États ont compris l'écart. La dichotomie entre femmes urbaines et femmes rurales. Par exemple, au Burkina, on a lancé un nouveau fonds qui s'appelle le Fonds national de la finance inclusive, le FONAFI, qui en fait finance les institutions financières pour qu'en retour, elles accordent du crédit aux femmes, surtout en milieu rural. Ça a commencé avec la Covid, ça prend difficilement pied, mais je pense qu'ils sont allés sur le terrain. Régulièrement, ils font des sessions de formation en finance inclusive, directement au profit des femmes, pour les inciter à aller maintenant vers les institutions de microfinance. Voilà en gros ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci Nadège. Alors, Félicienne. Ok, moi je dirais que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est beaucoup plus un changement de comportement, tant au niveau des médias qu'au niveau de nos partenaires techniques et financiers. Il va falloir qu'il y ait davantage d'actions pour soutenir les femmes qui déjà se sont engagées dans le secteur, également pour amener d'autres femmes à se spécialiser dans la presse économique. Entre autres actions, je vais peut-être donner l'exemple d'une formation que j'ai suivie récemment avec la GIABA. C'était sur le blanchiment d'argent. Et ils ont fait en sorte qu'il y ait quand même un équilibre entre la participation des hommes et celle des femmes. Et c'est une méthode que beaucoup d'acteurs ont compris, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation. Quand vous allez sur des séminaires, des formations dans ces secteurs, on voit davantage de femmes, pas forcément parce qu'elles sont spécialisées en santé ou éducation, mais parce que
les acteurs derrière ont voulu qu'il y ait plus de femmes à ces événements-là. Donc, je vais finir en disant que personnellement, je compte beaucoup sur ce forum-là, qui est une initiative qui va quand même permettre de faire bouger beaucoup de lignes. Merci. Pour faire très court, le métier de journaliste, c'est pas un métier facile, que ce soit exercé par une femme ou un homme, et c'est encore plus compliqué par une femme dans certains secteurs au niveau géographique, rural ou urbain. C'est pas forcément le diplôme qui fait le journaliste, c'est sa capacité à être curieux et à vulgariser des choses qui a priori sont techniques et les rendre simples. Donc c'est pas réservé aux experts, bien au contraire. Et pour rebondir sur une des parties de monsieur tout à l'heure, il y a plein de sujets à couvrir. C'est un métier à réinventer et qu'il faut, d'après moi, toujours ne pas confondre avec la communication. L'information et la communication sont complémentaires, mais l'information reste l'information. Les objectifs visés par l'information ne sont pas ceux qui sont visés par la communication, mais en étant curieux. Et quand on traite l'économie, aujourd'hui, il y a deux façons de voir les crises dans lesquelles nous sommes et dont on n'est même plus conscient. Et il y en a encore qui arrivent là dans les prochaines semaines. Mais c'est autant d'opportunités pour voir aussi l'économie telle qu'elle est réellement aujourd'hui. Notamment cette économie circulaire, cette économie de transformation où il y a beaucoup de mutations sur des sujets monétaires, Bitcoin, crypto, climate change, l'économie environnementale aussi, qui sont des vrais sujets d'actualité aujourd'hui, sur les mix énergétiques. Et comme par hasard, à chaque fois qu'il y a des crises, c'est là où on réinvente les choses. Ça a été le cas il y a 2 ans avec ce petit virus qui a en 5 minutes arrêté cette planète. Et puis c'est le cas aujourd'hui avec la succession des crises dans lesquelles on se trouve. C'est autant d'opportunités pour relire la réalité, redécouvrir aussi des genres dans le journalisme économique qui ont disparu, comme le portrait ou comme les dossiers spéciaux, pour décrypter tout ça. Il n'y a pas besoin d'être expert pour le faire. Il y a plein de mutations sociétales où la place des économies va reprendre d'autres formes qui sont pour moi autant de sujets d'innovation éditoriale et de potentialité. Et je pense que, évidemment, les femmes ont bien plus que les hommes leur place à prendre dans cette opportunité-là. Merci Franck. Alors Mariam? Je pense que quelque part tout a été dit. Pour moi, je dirais plutôt qu'il faut continuer le débat. Je pense qu'il faut déjà féliciter le fait déjà qu'il y ait eu cette session, mais de ne pas nous arrêter là, de continuer à pousser plus loin sur le sujet de l'intégration de la femme dans les médias et dans les médias économiques et financiers. Je pense aussi qu'il y a un intérêt à montrer où se trouve l'opportunité pour les femmes très tôt, au niveau de l'éducation. Ne pas seulement, quelque part, j'ai envie de dire, stéréotyper les femmes pour certains sujets, mais leur montrer vraiment la panoplie de tous les sujets qui sont devant elles et de les y intéresser en les mettant en contact avec d'autres femmes, même s'il y en a pas beaucoup, mais il faut commencer quelque part. Donc, en les mettant en contact avec ces femmes-là, qu'elles puissent apprendre, qu'elles puissent entendre leurs expériences et qu'elles puissent s'y intéresser. Et je pense que là, on verra aussi un déclic en plus de tout ce qui a été déjà dit. Merci. Merci Madame Dassanou. Alors le mot de la fin, je vais le réserver à Nadia. Je pense que Nadia est encore en ligne. Elle dira un mot de conclusion. On vous entend par le son? Le son. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Je suis une vieille femme, donc les trucs modernes pour moi, c'est difficile. Donc, j'ai passé un moment non seulement très agréable comme je l'attendais, mais en plus très très instructif, beaucoup plus que je ne l'attendais, sur la gestion des équipes en particulier, sur les différences et les ressemblances. Et je me demande si on ne peut pas faire un atout avec ces différences.
pour le prochain forum, je vous donnerai si j'ai trouvé une idée. Et je voudrais dire une chose qui sort un petit peu du sujet. Tout à l'heure, en attendant la fin de la pause, je regardais les publicités de tous les sponsors qu'il faut remercier du forum, et je voyais une Afrique moderne, une Afrique telle que je la vois quand j'y vais. Et c'est pas du tout ce que je vois à la télé. Et c'est encore pire quand je regarde la télé occidentale. Bon, le Maroc a souffert de ça et continue d'en souffrir, donc je sais ce que ça pèse. Mais je me demande si on ne devrait pas avoir une sorte de forum d'images, de forum de petits reportages préparés par les meilleurs d'entre nous, voire prendre des gens à l'étranger si on n'a pas les spécialistes, de manière à offrir à nos collègues occidentaux, et pas seulement, la même image qu'on offre dans les publicités des sponsors que j'ai vus tout à l'heure, et qui est la vraie image du continent. Voilà, je laisse tout le monde au travail, moi je suis à la retraite, et je vous remercie de m'avoir invité. Une retraite très active. Merci, on applaudit Nadia et avec elle tous les panélistes qui étaient sur cette session en présentiel, Madame Dassanou, Mariam Esther, Franck Berthaud, Félicienne Ouessou, Nadège Yé, et en ligne avec nous, il y avait Ristel Tchouna, il y a Adama qui est passé rapidement, il y a Eric Agnero, oui, Ristel, oui, qui sera là avec nous demain. En tout cas, merci à vous tous. Ça a été un panel très instructif, comme l'a dit Nadia tout à l'heure. On a appris beaucoup de choses et en fin de compte, ce qu'on retient, c'est que les bonnes dames remboursent tous leurs prêts, les crédits, mais les hommes vont travailler à faire en sorte qu'il en soit de même aussi pour eux. Sur ce, merci. On acclame encore les panélistes et à très bientôt, déjà à demain pour la deuxième journée donc, du forum. Nous allons commencer à 9h avec un sujet très intéressant qui est celui de l'inclusion financière et son rôle dans la transformation économique de l'Afrique. Nous aurons également après un bon sujet sur la coopération afro-africaine. Tiens, on a beaucoup parlé de l'image de l'Afrique, l'image que nous devons renvoyer nous-mêmes, du narratif que nous devons construire nous-mêmes. Ce sera certainement le lieu avec le professeur Ekoundi Mohamed qui est ici présent, de parcourir davantage cette notion, de voir ce qu'elle renferme et ce qu'on peut en sortir en termes de coopération sud-sud africaine. Par la suite, à la fin, pour clore donc en beauté cette deuxième et dernière journée du FAPEF, il y aura donc dans la cérémonie de clôture donc la remise des prix spéciaux aux personnes qui sont distinguées par le FAPEF. Sur ce, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Merci beaucoup et à demain. Pour nous aussi, merci beaucoup. À demain. Au revoir. Alors, une photo pour les panélistes en... Oui, à demain. Oui. À demain, Nadia.